que vous n'auriez pas forcément eu l'idée de communiquer à votre voisin. Je prends l'exemple, il y a une plateforme toute récente qui s'appelle Mes Parcelles, je crois, ou Mes Hectares, parce qu'il y en a plus. Il y en a tellement qui laissent dans les noms un peu proches, Mes Parcelles, je crois, pour faire des échanges de parcelles. C'est un succès phénoménal, en quelques mois, et ça peut faire des échanges tournants à trois. Et donc, c'est finalement des gens qui étaient, on peut être pas très loin l'un de l'autre, et on ne savait pas forcément, je ne sais pas, vous étiez prêts et vous le mettez, et donc ça révèle quelque part des trésors cachés. Et pourquoi demain, ça ne révélera pas le plus grand des trésors, que sont les compétences. Ça, c'est aussi la bouscule de conseil. Les startups. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui travaillent dans une startup? Il y a beaucoup d'agronomes dans les startups. Ben voilà. J'étais à peu près sûr de mon coup. Il y en a. Alors moi, je ne travaille pas vraiment, mais un petit peu à l'extérieur. Et Marie-Cécile, tu ne travailles pas dedans, mais tu les connais aussi très bien. Donc il y a beaucoup d'agronomes dans les startups. Donc les startups, c'est ces entreprises, enfin classiques, ces entreprises, mais qui ont un mode de fonctionnement très différent, très agile, très centré sur le client, qui se développe très vite en agriculture, en associant trois compétences. Une compétence high-tech, en général, c'est celle qui marche, une compétence high-tech, une compétence métier, donc en l'occurrence des agronomes, qui ne sont parfois des agriculteurs, des agronomes, des zootechniciens, enfin le métier. Et en général, il y a toujours là-dedans une ou deux personnes qui savent très bien communiquer. Sinon, il n'y arrive pas à personne. Qui savent très bien communiquer et qui ont vraiment le réflexe pour communiquer en physique et en numérique. Et dans ces startups agricoles, il y a toujours dans les fondateurs quelqu'un qui connaît très très bien l'agriculture, de manière intime, de manière familiale, presque toujours. Et donc, ils ont les connaissances de l'intérieur, et ils n'ont pas les freins et les tabous de l'intérieur. Donc, ils vont très vite. Il y a plein qui vont se planter, mais il va y avoir des succès du bloc. Donc, ils vont très très vite, et ils bousculent, et c'est une source d'emploi pour les agronomes. Enfin, la foule, la multitude des individus, qui est un élément, qui est un des moteurs d'Internet. Un des moteurs du numérique. C'est le fait que quand vous réservez une chambre sur Airbnb ou vous prenez un passager ou vous êtes passager sur Blablacar, vous notez, vous mettez un avis. Et des deux côtés. Et ça peut bousculer en agriculture. Demain, je prends deux exemples. Demain, en quoi j'aurais plus confiance? Un label rouge, une certification dont l'organisme certificateur est payé par celui qui demande la certification, ou 50 ou 100 000 avis de consommateurs qui m'auront dit que tel produit est vachement bon. En quoi j'aurai le plus confiance demain? Le conseiller qu'on m'envoie, ou celui dont on a vu sur une plateforme, qu'il y a 200 agriculteurs qui sont très contents, ou qu'on m'en envoie un, et j'ai 50 agriculteurs qui vous se pètent en disant que vous passez pas. Donc on n'en parle pas beaucoup, ça, le rôle de la foule. Mais je crois que ça va changer, y compris dans nos pratiques agricoles. Donc derrière ça, qu'est-ce que ça peut changer, à mon avis, comme révolution en matière agricole? Bon, je vous le fais, mais vous l'avez entendu partout, vous avez entendu ça partout, que le numérique, en fait, en gros, va permettre deux reconnexions. On l'a vu à travers ce que vous avez démontré, hein, c'est la reconnexion entre la productivité économique et l'efficacité environnementale. Hein, ça permet, c'est un des outils qui permet de connecter les deux, l'agriculture de précision des intellecteurs. Et le deuxième élément, je n'ai pas développé, c'est pas du tout le sujet, c'est ça va permettre, c'est pas la solution miracle, hein, et puis il y a plein de dangers, comme le disait Sylvie, mais prendre sa voiture, c'est très dangereux aussi. Il y a la connexion quelque part entre le consommateur ou la consommation et la production, à travers les images et les informations qui sont véhiculées via le numérique. Là, c'est un tout autre champ que le nôtre, même si ça va concerner directement les agriculteurs, puisque pour qu'il y ait des informations qui soient transmises aux consommateurs, depuis la parcelle ou depuis l'animal, il va falloir que ce soit l'agriculteur qui les ait fournis. Donc, je crois que cette révolution agricole, elle va modifier les pratiques, l'exercice du métier, la vision de l'entreprise et les stratégies des acteurs. Elle va changer les pratiques
L'agriculture de précision, je ne vais pas y revenir parce que ça vous a été longuement démontré. En gros, pour moi, ça change les pratiques parce que ça permet l'individualisation, que ce soit à l'animal ou à la micro-parcelle. C'est une logique d'individualisation et de juste à temps. Mais par exemple, les robots vont changer les pratiques, notamment sur la question des adventices. Par des robots de désherbage, et vraisemblablement les essaims de robots, puisqu'il semblerait qu'on aille plutôt vers des petits robots, des équipes de petits robots. La question de la localisation, on peut l'imaginer, je crois que c'est commence à y avoir en proto, des robots qui mettent une dose très localisée. Les reconnaissances d'images étant très fines, arrivent à mettre une dose juste au micro-endroit. On va faire des choses comme ça. Donc, ça modifie complètement les pratiques. Ça peut, enfin pas modifier complètement, mais ça peut changer ou permettre de nouvelles pratiques et autoriser de nouveaux arbitrages, notamment entre le chimique et le mécanique. Par rapport au métier d'agriculteur, il y a plusieurs choses, et tout va passer de manière instantanée, bien sûr. Et moi, je vois plusieurs axes. Un, bien sûr, toutes les questions de robotique vont dégager de la pénibilité. La mécanisation, sur les 50 dernières années, on a déjà sorti beaucoup de pénibilité. Le robot va en sortir d'autres, ou de pénibilité ou d'astreinte. L'exemple type, c'est le robot de traite. Ou tous les mécanismes dans les bâtiments. Mais il y en aura d'autres. Par contre, en termes de compétences, en termes d'exercice pratique du métier, je crois qu'il y a des choses assez profondes qui vont se passer. Le numérique injecte davantage de données dans l'acte de production. Vous l'avez montré. Et donc, ça veut dire que moi, agriculteur, décideur, parce qu'agriculteur de précision, ok, mais avant tout agriculteur de décision, je vais prendre dans un certain nombre de cas des décisions à partir de cartes, à partir d'images, à partir de tableaux de bord, c'est-à-dire par un détour conceptuel et abstrait. Non pas que j'étais idiot jusqu'à présent, loin de là, mais je prenais mes décisions lors d'un tour de plaine devant un animal en fonction de mon expérience et de mon expérience quelque part. Là, je vais passer par un détour conceptuel, c'est assez nouveau et ça doit, je pense, aussi interroger les process de formation. On sait aussi qu'en agriculture, et en particulier en élevage, il y a beaucoup de routines, non pas au sens négatif, mais au sens organisationnel du travail, c'est-à-dire de tâches qui sont répétées ou de surveillance qui sont répétées. Le numérique permet, par le monitoring, par tous les capteurs, par tous les suivis, de ne plus gérer en routine, mais de gérer en alerte. Donc de gérer instantanément et non plus en surveillance continue. Donc ça change aussi beaucoup l'exercice du métier. Et ça amène, encore une fois, cette dimension un peu plus conceptuelle, mais aussi abstraite, mais aussi, et surtout, ça dégage une charge mentale. Ça joue sur le bien-être au travail, quelque part, parce qu'on n'a plus à se préoccuper en permanence, si tant est qu'on fait confiance au suivi numérique. Le danger, le gros danger, le risque, parce qu'il faut absolument éviter, c'est la perte de compétences zootechniques et agronomiques. Ces outils sont des outils. Les OAD, ce sont des outils. Ce n'est pas eux qui décident. Et parfois, il faut décider au contraire des outils. Un exemple que je cite souvent, c'est, puis en plus il y a eu un film récemment, là, vous savez, cet avion qui a décollé à New York et dont les réacteurs se sont bloqués, et le pilote, il a sauvé tout le monde en se posant sur la rivière Hudson, et il a fait le contraire de tout ce que lui disaient les procédures, les tableaux de bord, etc. Et son expérience, il avait une cinquantaine d'années, il avait des milliers d'heures de vol. Son expérience lui a fait dire, je n'ai pas le temps, ils me disent oui, mais non, j'ai pas le temps d'aller me poser. Et donc, il est allé au-delà de tous les tableaux de bord par sa connaissance de son métier. Donc il ne faut pas perdre la connaissance de son métier, ça me paraît essentiel pour les agriculteurs, mais aussi pour les gens qui les conseillent. Donc, les pratiques, l'exercice du métier, la vision de l'entreprise agricole. De même qu'une exploitation aujourd'hui mécanisée n'est pas organisée du tout de la même manière
que quand il y avait des chevaux ou des paires de bœufs, eh bien, je pense qu'il va se passer progressivement la même chose. Et notamment, ça remet en question fortement, je ne sais pas s'il y a des travaux lyriques sur là-dessus tout de suite, ça remet en question fortement la question capital-travail. Quand j'étais au CERF France, on avait un atelier d'études en Normandie, on était les premiers, compte tenu du nombre de clients que nous suivions, on a été les premiers à faire sortir une étude économique réelle, non pas d'hypothèse, mais de comptabilité, sur les robots de traite. Et c'est moi qui pilotais l'atelier, enfin qui le supervisait, donc le directeur me dit, voilà, on vient de faire l'étude, et elle montre que les gens qui ont des robots gagnent moins d'argent que les autres. Est-ce qu'on la publie? Je dis bien sûr qu'on la publie. Si c'est vrai, on est sûr de nous. Nous, on est pour la vérité absolue, on publie. Et on a regardé, et j'ai dit, attends, ça n'a rien d'étonnant. On montre. En fait, ce qu'on a véritablement montré, c'est que les gens qui prenaient un robot de traite, le temps dégagé par le robot était du temps personnel, n'était pas du temps utilisé pour produire de la valeur ailleurs.